Bonsoir à tous, il est 18 h, mercredi 27 janvier. Merci de nous rejoindre pour le JT dans l'actualité ce soir. La campagne est-elle abandonnée au profit des villes en matière de sécurité? C'est en tout cas ce que pense le maire de Saint-Joire en Haute-Savoie, Antoine Valentin. Il a décidé d'alerter les pouvoirs publics dans une tribune au Figaro hier. Il est sur le plateau du JT. Suite de notre série de la semaine consacrée aux étudiants qui vivent une année scolaire si particulière. Ce soir, rencontre avec Raphaël, étudiant à Annecy. Il peut bénéficier de quelques cours en présentiel, nous le verrons dans un reportage signé Victoria Lopez. Pas moins de 8% de hausse des violences en 2020, toutes catégories confondues dans les zones rurales et périurbaines confiées à la gendarmerie, alors que ces mêmes atteintes volontaires à l'intégrité physique ont baissé de plus de 5% dans les zones urbaines de la police nationale. C'est la situation que vous avez souhaité dénoncer dans une tribune. Vous êtes le maire de Saint-Joire, Antoine Valentin. Bonsoir, merci d'être sur ce plateau. Alors vous avez écrit cette tribune publiée hier sur le site du Figaro. Je vous cite: « En France, nos politique publique se résume souvent à déshabiller Pierre pour habiller Paul. En l'occurrence, Pierre, la campagne, Paul, la ville. » C'est ça, exactement. Et Pierre, la campagne, qui est souvent une campagne d'ailleurs très silencieuse, très besogneuse, qui se lève tôt le matin, qui rentre tard le soir, pour faire face au coût de la vie, pour faire face à la pression fiscale, et qui voit sur son territoire, en l'occurrence à Saint-Joire, mais je crois plus largement dans tous les territoires ruraux et périphériques de France, qui voit une petite délinquance prospérer dans une impunité qui est au moins partielle et qui devient, a fortiori en cette période de limitation des libertés, assez insupportable à nos concitoyens. Et donc je crois que c'était aussi mon rôle d'élu local, de jeune maire d'une commune rurale, que de témoigner de ce que peuvent ressentir nos concitoyens et plus largement de ce que nous vivons, nous, élus locaux, c'est-à-dire une situation quelque peu démunie et solitaire face à ces problématiques de délinquance. Parce que vous vous sentez seul face à cette situation-là? Nous sentons en tout cas parfaitement le désengagement de l'État de nos territoires. Nos services publics ferment, nos gendarmes, malgré leur dévouement, sont de moins en moins nombreux sur le terrain. Et effectivement, c'est à nous, élus, de prendre en main la problématique avec des questions nouvelles qui sont celles de la vidéoprotection, de la police municipale, et de prendre ces thématiques sur nos budgets, les budgets de nos communes qui sont déjà chaque année en réduction, souvent amputés au profit notamment de la politique de la ville via le fonds de péréquation. 65 000 euros, vous dites, pour ma petite commune, 8% de notre capacité d'investissement chaque année, c'est énorme. Saint-Joire, c'est 3 000 habitants. Vous êtes situé entre Annemasse et Cluses, qui sont deux villes en zone police. Très concrètement, cette hausse de la violence que vous dénoncez, comment elle... De la violence et de la délinquance. Il y a un exemple qui est flagrant et qui est criant, c'est un de mes concitoyens m'a alerté sur un compte, sur un réseau social qui s'appelle Snapchat. C'est celui d'un dealer de la commune qui est bien connu, multiple condamné, et qui va démarcher les collégiens, les lycéens du village pour leur vendre des stupéfiants, et cela dans une totale liberté. Ce même dealer, c'est aussi le propriétaire du plus beau véhicule de la commune. Les gendarmes travaillent dessus, mais malheureusement leurs moyens sont limités. Et plus largement, malgré les condamnations, via le jeu des remises de peine et d'une politique judiciaire quelque peu laxiste, nous retrouvons systématiquement les mêmes individus dans nos territoires, dans nos communes, sur les bancs de la commune, avec des trains de vie assez outranciers et spectaculaires, et qui marquent tout le décalage entre la population des travailleurs silencieux et une minorité de délinquants qui pourrissent la vie des villages, des communes, à Saint-Joire, mais comme partout en France, malheureusement. Vous êtes élu depuis le mois de juin. C'était d'ailleurs une surprise puisque vous n'étiez pas la tête de liste. Depuis, vous avez pris un arrêté pour interdire notamment l'alcool et la chicha sur la voie publique. Ça, c'était au mois d'août. Vous avez évoqué la vidéosurveillance. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en attendant éventuellement que l'État vous entende? Écrire des tribunes dans le Figaro, venir porter notre opinion et la voix de nos concitoyens sur votre plateau. Et puis, toutes ces petites actions qui sont encore dans le champ du pouvoir du maire, prendre des arrêtés, porter une politique de fermeté, demander à nos concitoyens aussi de faire remonter des informations et d'être sur le terrain pour être à leur côté et alerter du fossé qui se creuse chaque jour un peu plus entre les territoires ruraux, silencieux, et les territoires urbains, qui souvent en font un peu plus de bruit sur les réseaux sociaux, dans les manifestations, et qui, par définition, prennent un peu plus la lumière. Il y a eu plus de visites ministérielles en Seine-Saint-Denis en 10 ans qu'il y en a eu partout ailleurs dans la France rurale sur la même période.
Donc il y a un vrai manque d'éclairage sur les problématiques et une France qui va à deux vitesses, celle des territoires ruraux qui est oubliée et celle des urbains qui est souvent en haut de la pile. Il y a des vrais enjeux aussi de sécurité en ville, je pense notamment à Annemasse-Écluse. Bien sûr, et pour le coup, les pouvoirs publics y mettent les moyens. Et dans ce cadre, la délinquance se voit repoussée sur des territoires comme les nôtres qui sont dépourvus de ces moyens. Et donc ces espèces de déserts sécuritaires sont en réalité des oasis pour la délinquance qui vient se fixer sur nos territoires et on n'est pas forcément armé pour y faire face. L'étape d'après, après cette tribune, je suppose que vous avez eu quelques coups de fil depuis ? Eh bien, c'était T8 Mont-Blanc et j'y suis. Et auprès des autres élus locaux ou pourquoi pas de la préfecture, vous avez eu des retours ? J'attends le rappel. Après le vôtre, il ne devrait pas tarder. On est en ce moment en pleine crise sanitaire. Je suppose que le maire que vous êtes est aussi bien occupé sur ce volet-là. Pourquoi parler sécurité maintenant ? Parce que l'un ne va pas sans l'autre, et en l'occurrence, je vous parlais tout à l'heure du dealer qui avait un compte internet, bien, figurez-vous que ce dealer offre la livraison. Toutefois, il la majore après 18 heures, puisqu'il y a le confinement, donc il majore la livraison de 5 €. Eh bien, aujourd'hui, nos concitoyens se plient en quatre pour jouer le jeu des consignes sanitaires, pour respecter drastiquement le protocole sanitaire et les mesures qui vont avec, et à l'inverse, cette petite délinquance, elle aussi, profite de la situation pour prospérer. Donc je crois qu'il y a un vrai lien entre les deux. Eh ben, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. On savait qu'il pouvait être difficile de se loger correctement à Annecy, que l'immobilier était particulièrement cher, mais savez-vous qu'Annecy est la deuxième grande ville la plus chère de province, juste après Lyon, et la 5e de France, selon le dernier baromètre LPI Se Loger, une situation que la situation sanitaire a confirmé, voire même creusé. On fait le point avec Leslie Muraton. La douceur de vivre vogue au fil des cours d'eau, nous plonge dans les eaux cristallines et nous emmène vers les sommets montagneux. Des sommets également atteints, de fait, par les prix de l'immobilier, puisqu'Annecy se classe 5e au palmarès des grandes villes les plus chères de France, derrière Paris, Boulogne-Billancourt, Montreuil et Lyon, d'après le baromètre LPI Se Loger. En Haute-Savoie, le prix moyen au mètre carré est de 3 900 € contre 5 200 à Annecy, un niveau record atteint en 2020 en hausse de 5,2% par rapport à 2019. Certains biens pouvant même dépasser les 9 000 € du mètre carré. Malgré ça, les acheteurs sont déchaînés. Et là, sur l'année dernière, on a vraiment vu des décisions très rapides. Des fois, c'était dans l'heure qui suivait la visite ou même tout de suite, immédiatement. Et ça, on l'avait beaucoup moins les années passées, sauf exception, bien sûr. Et l'année dernière, c'était assez récurrent. On l'a eu plusieurs fois, avec des offres au prix affiché, voire des fois des offres supérieures au prix affiché, avec plusieurs clients qui se tiraient un petit peu la bourre. Donc ça, c'est le vrai changement sur les 12 derniers mois, je dirais. Tout ce qui est proche du centre à la côte est fait que monter. On a l'impression qu'on a toujours atteint un maximum, mais tous les ans on est toujours plus surpris par les nouvelles transactions, les nouvelles références. Après c'est vrai que la rue du Lac est prisée, mais la zone prisée est assez large quand même sur Annecy. On va jusqu'aux Galeries Lafayette, on pourrait même étendre jusqu'à Albigny où il y a des programmes neufs qui sont très recherchés. Précisons que le billet d'entrée d'Annecy dans ce classement réservé aux grandes villes de plus de 100 000 habitants n'est possible que depuis 2017, date de fusion avec les communes d'Annecy-le-Vieux, Crangevrier, Métais, Pringy et Sénaux, passant ainsi de 54 000 habitants à 125 700. Annecy devient la 29e ville de France. La Haute-Savoie est parmi les départements français qui attirent le plus de population et qui a un solde migratoire excédentaire très large. Je crois que c'est 12 000 nouveaux arrivants par an. Et il faut savoir qu'à peu près la moitié de cette nouvelle population vient s'installer sur le grand bassin annécien. La prise en main par la nouvelle municipalité des dossiers, plus une volonté politique de peut-être gérer les choses différemment, ont fait que quasiment aucun permis de construire n'a été accepté sur la ville même en 2020. Il y avait déjà depuis quelques années une offre réduite de biens à la vente sur Annecy. Actuellement, on peut parler d'une absence d'offre. Une hausse des prix qui se répercute sur les villes alentours. En effet, bon nombre d'acheteurs décident de plus en plus de s'excentrer en campagne, jusqu'à Rumilly par exemple, à 25 km, ou bien privilégient Aix-les-Bains. Mais les irréductibles amoureux d'Annecy nous diront que quand on aime, on ne compte pas, enfin, si on a les moyens.
Et toujours dans l'immobilier, un chiffre, l'INSEE avec Savoie Mont Blanc Tourisme s'est penché sur la question des résidences secondaires dans nos départements. On en compte précisément 209 000 en Pays de Savoie. C'est 45% des résidences secondaires de l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les 3/4 sont situés en montagne à plus de 1200 mètres d'altitude et sont de petits appartements. L'âge moyen des propriétaires est de 64 ans. Une chambre qui fait office de bureau, de cafétéria et de salle de cours. Des milliers d'étudiants ne sortent pratiquement plus de chez eux dans ce contexte de pandémie. Les cours à distance sont la règle, mais il existe quelques exceptions. À Annecy, les étudiants de My Digital School peuvent suivre certaines matières en présentiel, c'est-à-dire dans l'établissement. Dans cette école, les jeunes se forment au métier du digital. Parmi eux, Raphaël, 19 ans, il veut devenir créateur de sites web. Victoria Lopez l'a rencontré, c'est le 2e épisode de notre série. Raphaël est en 2e année dans cette école privée. Il suit une formation de développeur web, un domaine technique qui nécessite la présence des élèves à l'école pour certaines matières. En développement, si à un moment on lâche, on est impacté pour toute la suite. C'est un peu comme une pile de cartes. Si on fait mal le premier étage, ensuite il y a tout qui s'effondre. Là c'est pareil. Donc du coup le but c'est vraiment de ne pas lâcher, donc c'est pour ça que là on est en présentiel. Après il y a des cours en distanciel qui sont beaucoup plus faciles à gérer. Jongler entre des cours à distance et en classe, c'est le casse-tête de l'établissement et des formateurs. Le distanciel n'a pas à trop être boudé par rapport au présentiel. Ça a cet avantage d'avoir une proximité. S'il y a un élève qui a son chat qui miaule, c'est un peu rigolo. Il y a des trucs, ça crée une certaine intimité avec les élèves parce qu'on est chez nous, donc on voit l'environnement des uns et des autres, on entend des trucs, etc. On n'a pas notre masque, donc les élèves retrouvent nos expressions du visage, parce que quand on dit quelque chose et qu'on sourit, c'est pas la même chose que quand on dit quelque chose et qu'on voit que nos yeux. Puis on voit pas non plus les visages des élèves, on voit pas si quelqu'un soupire, on ne voit pas, donc c'est plus compliqué de discerner si un élève est en train de lâcher ou pas avec son masque que quand on voit son visage. Donc après, en distanciel, au moins, on le voit. S'ils mettent la webcam, on le voit. Si les petits effectifs de l'école permettent un suivi personnalisé et l'organisation de cours en présentiel pour tous les élèves au moins une fois par semaine, à l'extérieur, la vie étudiante reste perturbée pour ces jeunes. On vient tous de villes un peu différentes. Du coup, on est chez nous, on ne se voit pas le soir, on est toute la journée chez nous, quelque part. C'est vrai que c'est spécial de manger au même endroit, de dormir au même endroit. Mais bon voilà, après c'est le but du jeu, il y a plein de professions qui sont carrément à l'arrêt, donc nous, ça continue, c'est déjà bien. Mais niveau social, c'est compliqué. Autre difficulté dans cette formation qui fait une large place à la pratique professionnelle, trouver un stage. Les entreprises, pour elles, c'est pas trop le moment de prendre des stagiaires, elles ont vraiment pas la tête à ça. Même si on est dans le domaine du digital, j'ai parlé à une agence web et ils m'ont dit que même eux, ils ont eu moins de clients parce que les entreprises, elles ont peur d'investir dans la création d'un site web finalement. Et même si on pourrait croire que, comme c'est le domaine du numérique, il y a tout le temps plus de demandes suite au Covid, c'est pas toujours vrai en réalité. Dur donc d'avoir 20 ans en ce moment, mais Raphaël garde le sourire. Si j'avais quelque chose à dire, c'est en vrai bon courage aux étudiants, aux autres étudiants aussi, parce que je sais qu'il y en a qui lâchent un petit peu. Bon courage à eux, faut rien lâcher, et voilà. Et demain, pour le 3e épisode de cette série, rencontre avec un jeune en formation à la maison familiale rurale de Thônes. Une info pratique du côté du tunnel du Chat suite à l'éboulement survenu le 26 décembre dernier. Des travaux de sécurisation de la falaise par minage sur la route départementale 1504 auront lieu dans les prochains jours à l'aval de la sortie du tunnel sur la commune de Bourdeau. La circulation est totalement interrompue de jeudi midi à vendredi 17h sur la RD 1504 et sur la route du col du Chat entre Bourdeau et le hameau du col demain jeudi de midi à 17h. Des déviations sont mises en place. Du sport, Margot Bock est entrée dans la légende de son sport vendredi dernier. La plagnarde âgée de 21 ans est devenue la toute première championne du monde française en bobsleigh féminin. Elle a remporté l'épreuve U23 à Saint-Moritz, accompagnée de sa coéquipière Madison Singer. Margot Bock a battu les principales favorites. Sébastien Germain l'a contactée cet après-midi. Elle nous répond depuis l'Allemagne où elle prépare les mondiaux seniors. C'est vrai que je pense que je réalise quand même toujours pas. C'est quelque chose incroyable, c'est vrai que c'est un titre historique. Déjà d'être championne du monde junior c'est quelque chose, mais de marquer le sport pour son pays c'est encore autre chose. Donc
je pense qu'en fin de saison, une fois que j'aurai retrouvé mes proches et que je pourrai relâcher la pression, peut-être que je commencerai à réaliser. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est encore un rêve qui arrive. C'est le plus beau titre que j'ai eu. C'est le premier, j'espère que c'est pas le dernier. Mais j'espère que oui, on vivra d'autres jours comme ça, autant pour l'équipe de France que pour moi de mon côté. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment précis où vous avez compris que ça y est, c'était officiel que vous étiez championne du monde? J'ai mis un peu de temps, j'ai demandé confirmation à ma coéquipière. Quand on a notre entraîneur qui nous a rejoints, je lui ai redemandé confirmation pour bien être sûre. J'ai mis du temps et c'est vrai que ça a été une explosion de joie, de fierté. Et je sais aussi que mon papa a appelé mon entraîneur puisqu'il nous regardait en direct. Et ils y croyaient pas trop non plus, ils étaient super contents. Je suis très contente de porter les couleurs de ma station, autant de la station que le club. Ils ont toujours été présents avec moi et mon équipe depuis le début. Ils nous ont toujours soutenus, donc on peut que les remercier. Et si je suis ici aujourd'hui, je sais que c'est grâce à eux. J'imagine que cette performance, ça vous donne quelques idées pour les mondiaux seniors cette fois-ci, puisque vous participez aussi à la Coupe du Monde en senior, des mondiaux qui auront lieu le 5 et le 6 février prochain. Alors, ce sera nos tout premiers mondiaux seniors. Donc, c'est pareil, ça se joue sur le même format que les Jeux Olympiques. Donc, ce sera une première approche, une prise de marque, une découverte. Mais on cherche quand même de la performance et on va tout donner pour pouvoir se classer au mieux. Le ski de rando était à l'honneur à la Clusaz pour quelques jours. La discipline explose avec la fermeture des remontées mécaniques, couvre-feu oblige. L'événement, la Belle Montée, qui devait proposer à de nombreux amoureux de la neige une sortie au clair de lune, s'est transformé en un nouveau concept nommé la Belle Trace. L'occasion pour la station d'initier plus de 400 personnes aux joies du ski de rando. Cours de conversion, formation au DVA ont rythmé la journée. Le tout avec l'appui de nombreuses marques à l'image de Scott, dont on écoute tout de suite le directeur général. Il répond aux questions de Fanny de Vilaine et Joanne Pognon. Il est vrai que ce marché est en forte croissance depuis quelques années et très accentué par le Covid et la fermeture des montées mécaniques de cet hiver, malheureusement. Il était important pour nous d'être présents aujourd'hui, de montrer notre solidarité auprès des stations qui essayent de créer des événements malgré tout, d'être présents à leur côté, de les accompagner, de créer un petit peu de vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les stations ont fait beaucoup d'efforts pour les vacances de Noël et sur le mois de janvier pour sécuriser des pistes, pour pouvoir accompagner ce marché. Et nous, aujourd'hui, en tant que fournisseurs pour la marque Scott, il était important pour nous d'être présents à leur côté et de leur montrer effectivement toute notre solidarité et d'accompagner le plus possible de futurs pratiquants dans une démarche d'autonomie. Parce que c'est vrai que c'est une pratique qui nécessite quand même à la fois dans le produit une certaine prise en main, mais aussi dans la pratique une nécessité de connaître l'environnement. Et donc nous avons déjà accompagné la station toute la semaine sur des tests encadrés. Et aujourd'hui nous sommes dans un mode un peu plus ouvert, avec un village, avec plus de marques présentes, avec vraiment l'objectif de faire découvrir cette pratique à un plus grand nombre. Et on reste en montagne pour finir ce journal avec de belles images côté Samoin. On ne se lasse pas, vous allez le voir, de ces paysages enneigés. Une neige qui ne manque pas cette année et ça continue tout de suite après le journal. C'est la météo de Thierry Paulme. Soyez très prudents. Météo France a placé la Savoie et la Haute-Savoie en vigilance orange pour risque d'avalanche. Pour la Savoie, d'ici à demain matin, jusqu'à 40 cm sont attendus au-dessus de 2000 mètres sur le Beaufortin, la Vanoise, le sud de la Haute-Tarentaise, 20 cm dans les Bauges. Jeudi et vendredi, la situation va s'aggraver avec la poursuite des précipitations, l'augmentation de leur intensité ainsi que la progression du redoux. Bref, soyez très vigilants dans nos montagnes, donc il est fortement recommandé de se renseigner auprès des professionnels, de signaler son itinéraire et d'être équipé de pelles, sondes et Arva. Merci de votre fidélité à l'info sur les Monts Blancs, merci à toute l'équipe. On se retrouve dans quelques minutes pour le 3e épisode de Panorama. Cette semaine, nous sommes à Annecy pour partager sur la force du collectif dans l'entrepreneuriat. À demain, passez une très belle soirée.